Le monde d'avant nous tend les bras. C'est d'ailleurs étonnant. Par le passé, que ce soit dans les fictions ou dans la réalité, nous ne rêvions que de futur. Des plus raisonnables aux plus romancés, souvent il n'était question que de futur. Et voici qu'aujourd'hui, il n'est question que de passé, là où ce qui se joue au présent est primordial dans le futur. Car finalement, le passé ne compte que pour une chose: ne pas le reproduire et ne pas refaire les mêmes erreurs. Casper Teplitz a enregistré une pièce intitulée Elephant and Cat, qui semble vouloir écraser le temps, qui n'est pas sans rappeler Xenakis par endroits, et qui, aux confins d'une noise ciselée, se perd dans les immensités. Lesquelles, me direz-vous? Difficile à dire. Un truc terrifiant en tout cas, proche d'une forme de cosmos. Ça se perd loin et lentement. L'appel du vide, pas du grand large. Non, de l'immensément infini. Comme toujours, entre basses et sons électroniques, Casper Toplitz produit une musique anxiogène, mais qui vous fait voyager, d'une façon ou d'une autre. Accolée à lui, Nina Garcia pourrait venir jouer les troubles fêtes punk, mais avec son titre de moitié plus court, Men Body, elle donne autant à suffoquer. Peut-être même plus. Ici, tout est resserré et claustrophobe. La musique de Nina Garcia gronde autant qu'elle menace, roule autant qu'elle compresse, et dire qu'elle ne fait cela qu'avec l'aide d'une simple guitare électrique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Même en tentant de dire les choses différemment, je vous avoue que le constat est un petit peu amer, et le retour à la vie d'avant, celle qui est tant attendue, me laisse perplexe. C'est pourquoi j'ai essayé de m'amuser un petit peu, et puis en fait, le ton est légèrement désabusé. Tout simplement parce que je crois que, au fond de moi, la réalité a tendance à me rattraper ces derniers temps. Néanmoins, je continue pour le moment ces vidéos, et je continue à écouter de la musique, avec un extrait de ce disque de Casper Teplitz, et en face B, Nina Garcia. Soleil levant pour s'extirper de cet enfer noir. Akira Sakata, l'une des légendes du Japan Free, joue ici en duo avec le batteur Takeo Moriyama. Un duo, c'est toujours très compliqué à tenir. Il ne faut pas que l'un brille plus que l'autre. Il ne faut pas que l'autre oublie l'un. Les deux musiciens, qui ne sont certes plus des perdrix de l'année, se renvoient brillamment la balle. Sur ce double album, ils évitent la déferlante permanente, et jouent donc de multiples contrastes, laissant à l'auditeur le soin de respirer, et ce, en de nombreux endroits. Il y a des chances pour que je malaxe, triture, découpe, récite, mal, bien, de travers. Je ne sais pas encore comment tout cela va s'agencer. Néanmoins, on essaye de se divertir comme on peut.
tout comme les installations d'Éric Lacasa, où l'on croise notamment le brillant Jean-Luc Vionnet. Il y a toujours une notion de frustration lorsqu'on ne prend pas le temps de retranscrire les termes d'un livret qui décrit le processus créatif d'un disque comme installation. Mais ce serait un peu trop long. Alors on se contentera de dire qu'il s'agit d'un disque de musique électro-acoustique avec beaucoup de field recordings, des mots, du texte posé dont on cherche parfois le sens, là où on cherche même parfois la musique. Mais elle est bien présente, ailleurs que dans les notes. Et comme un compagnon de route, la Peu J'en Mets, du label Coax, vient soutenir le précédent. Cette fois, ce sont des ouvriers de mai 68, de l'usine Peugeot, à Montélimar, qui nous livrent leurs souvenirs, leurs impressions sur les événements de l'époque, avec en zébrure, de manière tout à fait ponctuelle, un free jazz, qui paraît sage et conventionnel, mais qui va peu à peu s'étoffer, sur l'heure que dure le disque. De fait, ce sont des musiques de patience, qui demandent parfois de l'abnégation. Si vous enchaînez avec l'album de Vítor Joaquim, vous aurez une impression de chaleur. Une guitare profonde et pleine de réverb entame ce disque, suivi de très près par une boîte à musique coupée, mise en boucle, de manière parcellaire en tout cas. Il y a donc une douceur étrange, malaisante, étrangement rassurante dans ce début de disque, 7 compositions aux couleurs plus ou moins identiques, qui suivent le même schéma sans pour autant être trop répétitifs. Un disque qui se fixe à un endroit, n'en choisit qu'un petit bout, mais les tire aux 4 coins de la maison qui orne la pochette. Et même l'apparition d'une trompette ne parvient pas à garder cette impression de suspens qui tend son vol. Pour parachever ce voyage dans le temps, le disque de Christian Lavigne pourrait être l'idéal. Mais là, j'avoue que c'est moi qui n'a pas suivi. Justement parce que ce disque regarde un peu trop dans le rétroviseur. Un piano trop lisse à mon goût, pour un jazz conventionnel et surtout discret, tellement discret. Alors oui, c'est joli, c'est bien joué, mais aucun risque de déranger qui que ce soit. Vous pouvez mettre ce disque durant un apéro entre potes, aucun risque que cela provoque une migraine. En revanche, des bâillements, c'est plus que probable. De la musique papier peint. Moi, je suis plus peinture. Scène 2. Véranda. La révolution ne sera pas télévisée. Pire encore, la révolution ne sera pas. C'était une bonne grève, quoi. C'est difficile, mais une bonne grève. Il y a des fois c'était triste, puis il y a des fois c'était la grande fête, quoi. Voilà. Moi, à un moment donné, je suis montée dans le building avec un copain, et on a mis le drapeau rouge dessus. Mais après, on s'est taillé. Hein. Hein? Oui.
Il faut donc une curiosité telle que Tommaso Orlando pour nous sortir de la somnolence. Entre contrebasse, synthétiseur, piano, orgue et autres fantaisies, j'ai eu peur que nous puissions glisser vers de la musique à la GMJ. Heureusement, on évite l'écueil de la musique électro-dansante et joyeuse. Ça transite par la mélancolie et la musique de Tommaso Orlando prend une épaisseur inattendue. Bon, sachons raison garder. Même s'il s'agit là d'une musique bien plus passionnante que les symphonies pour un doigt de Jean-Michel, les proportions de la raison sont respectées, et l'album est tout de même assez sage. Une musique un peu électronique, un peu expérimentale. Un peu trop sage parfois, un peu trop peu quoi. Je vous invite à regarder un formidable reportage qui passe en ce moment sur Arte. Pour que je vous invite à regarder la télévision, c'est que vraiment, ça vaut le détour. Car comme le disait le génie Jill Scott Heron, la révolution ne sera pas télévisée. Exterminer toutes ces brutes. Passionnant documentaire qui revient en 4 parties sur l'esclavagisme, sur les génocides et les meurtres de masse, avec finalement en point commun, je vous le demande. Je n'ai jamais été aussi convaincu que la surconsommation et le capitalisme seront 2 mamelles de notre terme. Enfin, il y en a bien d'autres, mais je ne tiens pas à me mettre toute la communauté sur le dos. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne plus acheter de disques neufs, le minimum en tout cas. J'ai suffisamment de disques pour patienter jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux. Terminer les commandes et précommandes. Ou alors en circuit très court, comme ça a été le cas pour le premier disque que je vous ai présenté. L'occasion est définitivement un parti gagnant pour tout le monde. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à voir les choses sous cet angle. Le souffle continu va sans doute développer les occasions de manière très conséquente en cessant de vendre des disques des majors, en se spécialisant et en cessant de vendre des disques dont les prix sont devenus tout simplement ubuesques. 40 € un double album. C'est simplement ridicule. Et encore, 40 €, c'est devenu un prix acceptable pour beaucoup. Alors que non, en fait. Non. Père Ubu et son premier album, son meilleur? Non. N'exagérons rien. Ce proto-punk lo-fi avant l'heure, déglingué et dégingandé, s'offrait donc le luxe de mixer punk, dub et bordel à Captain Beefheart. Nous sommes en 1978, et Dub Housing sort avant Madness, mais sans la putasserie de ce dernier, et restera donc dans l'ombre. Quel dommage. Qu'étais-je censé dire à ce moment-là? Je ne sais plus. J'ai oublié. Père Ubu, Dub Housing, son premier album. Et trouver une transition avec un disque d'Ain O'Doiner n'est pas forcément simple. On évoquera le silence tout autant qu'on l'invoquera. Enregistré dans l'église St. James à New York, ce disque est assez sublime. Entre minimalisme, dissonance, les orgues convoqués transforment les silences en contrées éternelles, comme ces longues plaines désertées, dont quelques brins d'herbe subsistent et dansent avec le vent. En revanche, ici, je me souviens bien de ce que je voulais dire. Et pour cause, ce disque m'avait laissé bouche bée. Avec son air de Xenakis, son air de pas vouloir y toucher. Son air de rien. De ce qui va rester au final.
C'est d'abord à Paul Schulz que revient le droit de préparer le terrain à ce qui va suivre. Et c'est un honneur qu'il faut savoir tenir. Il y parvient haut la main. Pour prendre la suite de la musique d'Ain O'Doiner, Paul Schulz joue aussi sur la carte des espaces. Mais en revanche, il n'est pas aussi silencieux. Il est même plutôt bavard et parfois tonitruant. Entre dark ambient et musique industrielle, sa musique échappe un peu sous les doigts, glisse parfois un peu trop vers la texture synthétique, ce qui la déshumanise un peu. Tout est un peu. Étrangement d'ailleurs, ça ne la rend pas plus sombre, au contraire. Peut-être suis-je tout simplement imperméable aux musiques trop ordinaires, car oui, les musiques conduites par des ordinateurs ou par des synthétiseurs, lorsqu'elles sont trop orientées, ont tendance à m'éloigner d'elles. The Second Law, qui est en réalité une compilation, est l'exemple parfait de ce que je redoute le plus en musique, que l'on puisse la dater en quelques secondes. Il suffit d'écouter les sonorités utilisées lors des premiers titres pour savoir que nous sommes à la fin des années 80. Plus on avance dans le disque, qui est une rétrospective chronologique de son travail, moins les marqueurs sont présents. Mais pourtant, il reste comme une étiquette qui n'annonce pas le prix, mais la date. Le paradoxe, c'est que l'on pourrait se faire la même réflexion à l'écoute de cette autre compilation regroupant des titres obscurs de Gaines Night, ce trio français qui donnait dans l'Indus Cold. Et pourtant, sans doute le grain de folie, ce grain qui fait toute la différence. Car oui, ce trio devenu duo avait un petit quelque chose de dérangé, à l'instar de leur musique, largement dérangeante. Répétitive, obsessionnelle, froide comme un couloir de morgue, la musique de Gaines Night ne s'écoute pas entre la poire et le fromage, mais serait plutôt du genre à s'écouter avec ce qu'il faut de trouille au ventre. Et au final, que reste-t-il? Enfin, comme une conclusion à un voyage en partance pour l'au-delà, Alva Noto, un disque plus froid encore. Cette fois, de la musique synthétique. Il n'est plus question que de ça. Mais contrairement au subterfuge désagréable d'une musique assistée par ordinateur, ici, tout n'est que virtuel. Tout est créé de toutes pièces. Alva Noto, soit Karsten Nicolai, musicien allemand. Tout le monde se souvient de Xerox, qui, l'an dernier, sortait un album qui n'était pas sans rappeler les meilleures années d'Otecre. Alva Noto est plus ciselé, plus silencieux, mais aussi plus sombre. Une musique électronique jouée dans l'obscurité. C'est en tout cas l'effet qu'elle produit. Une lampe de part et d'autre de l'univers et le grand rien au milieu. Un excellent disque qui demande malgré tout de se laisser emporter, faute de quoi il est possible de passer à côté. Il navigue entre rythme et silence, mais quoi qu'il puisse se passer, il plonge dans un questionnement étrange sur les espaces et leur appréhension. Suis-je en train de parler par-dessus? Est-ce que vous arrivez à entendre les détails? Je ne suis pas sûr de le savoir moi-même. Cette vidéo a été faite sans emprise de la drogue. Peut-être que c'est le plus inquiétant. Puisque rien de l'espace, hélas, ne te concerne, puisque tout se refuse à l'anxieux appel, laisse la vaste mer bercer l'algue et le sel, et l'étoile entr'ouvrir sa brillante citerne. Abaisse tes regards, interdis à tes yeux, le coupable désir de chercher, de connaître. Puisqu'il te faut mourir comme il t'a fallu naître, résigne-toi, pauvre âme, et guéris-toi des cieux.
Pascal, dans les espaces infinis. Un texte qui, déclamé entièrement, pourrait très bien illustrer la totalité de la filmographie de Tarkovsky. Sans doute l'un des metteurs en scène qui a le mieux intégré et mieux filmé le silence. Pas un film qu'il ne vaille le détour, avec en point d'orgue au moins 4 films définitifs, même si je suis de ceux qui pensent que tout est bon. Certes, je n'ai pas tout vu, il m'en manque quelques-uns qui figurent dans ce coffret intégral. Mais attention, Andrei Roublev, Solaris, Stalker, Le Sacrifice, voilà 4 chefs-d'œuvre incontournables dans l'œuvre de Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, c'est le maître du temps et la maîtrise de l'espace. Rien n'est plus délicat que de parler de cinéma en images sans images. Je vais donc faire court pour ce cinéma exigeant et fragile, magistral en tout cas. Il faut bien Fenez et sa musique concassée pour relever le gant. Son album le plus célèbre et sans aucun doute le plus réussi. Une synthèse définitive de ce qu'il aura produit auparavant et de ce qu'il produira ensuite. Une musique électronique qui touche à l'organique. Une croisée des chemins entre Outtake, Third Eye Foundation et Boards of Canada. Les rythmes en moins, le split en moins, quoique. Édition Mego oblige, point d'extrait. Mais je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir sur YouTube, car ce Endless Summer y est écoutable dans son intégralité. Le temps qui passe, toujours, lentement, sûrement. Et qu'il faut saisir au vol, avant qu'il ne reparte. Et puisque nous parlions du temps, celui qui passe et celui qui est passé, 2 disques, 2 convocations pour évoquer le passé de mes jeunes années. Chicon Youth, projet parallèle des membres de Sonic Youth, sorti comme une blague en 1988, sorte de disque hommage à Madonna, dont ils reprennent d'ailleurs vaguement Into the Groove. Il restera à part dans la discographie de Sonic Youth. Foutraque au possible disque mélange des genres. Sans doute parfois un peu trop pour être totalement réussi. Je continue malgré tout à aimer ce disque, et pas uniquement parce qu'il fait partie des disques de Sonic Youth, mais aussi parce qu'il ose quelque chose qui était encore un peu frais à l'époque, le mélange des genres. 3 ans plus tard sortait cette EP de Beau Radleys, qui sans être exceptionnel vaut le déplacement car il me permet de saluer rapidement notre cher Chris Musicbox. Indie Forever. N'évoquons pas la jeunesse, nous finirions par nous fâcher. C'est au détour d'un disque des Dead Sea que j'ai découvert Rangda, dont Chris Corsano fut l'un des membres. Mais j'avoue que tomber sur ce genre de disque par hasard paraît tellement improbable qu'il faut éviter d'y penser en amont. C'est un truc à vous rendre dingue. Noé Psyché ou Garage Trash, on ne sait plus. Les Os Mutantes qui forniqueraient avec les Rasilés dénudés, en insufflant de la douceur, voire de l'érotisme. Un album assez fascinant, composé sur la deuxième face d'un morceau de 20 minutes, plein de digressions soniques, mais tenu par une forme de maîtrise, de retenue, qui empêche de complètement déraper. Sorti en 2016, c'est un disque pour les amoureux de la guitare. Pas pour ceux qui aiment qu'on en fasse une démonstration, mais pour ceux qui aiment que l'on en joue.
Jan Lee débute sa carrière dans un jazz d'emblée exigeant, en compagnie du pianiste Ran Blake, et signe dès son premier disque un monument. The Newest Sound Around est tout simplement un disque merveilleux. Pas facile à aborder, certes. C'est en 1975 qu'elle signe Conspiracy, un disque de jazz qui groove, un peu psyché, un peu free, moins difficile à aborder, quoique. Il reste néanmoins dans le domaine du jazz exigeant. Son partenaire de toujours ou presque, Gunther Hampel, y joue de la flûte, du piano. Quant à Jan Lee, c'est simple, elle est éblouissante du début à la fin. Sa voix est incroyablement suave, incroyablement chaude, incroyable. La présence de l'immense Sam Rivers ne gâte évidemment rien, mais ce qui reste sans doute le plus intéressant dans ce disque, c'est l'économie d'énergie. Rien en trop. Parfois, Jan Lee est même seule. Elle fait des vocalises, des courbes vocales incroyables, entremêle les motifs, et au final, elle habille alors sa musique de sa seule voix. Comme si les instruments pleuvaient naturellement autour d'elle. Bref, c'est un disque aussi fantastique qu'il est rare, un disque sublime du début à la fin qui croise les routes de l'Art Ensemble of Chicago, de Johann La Barbara et de Diamanda Galas. C'est en tout cas ce que l'on serait tenté de se dire à l'écoute de ce disque solaire en tout point. Est-il encore possible de rêver, les permis d'en douter, peut-être serons-nous fixés lors de notre prochain rendez-vous.